Un seul contact. Moins de 2 secondes pour démanteler une décennie de certitudes techniques. Paris, 1967. Fin d'après-midi dans un dojo où des hommes formés à des systèmes vieux de plusieurs siècles s'apprêtent à témoigner de quelque chose qui défiera tout ce qu'ils ont appris sur l'équilibre, la force et le contrôle. L'air porte une tension spécifique, non pas de violence imminente, mais de vérité sur le point d'être démontrée. Bruce Lee se tient au centre du tatami, 26 ans, posture détendue, main en dessous de la taille. À 3 mètres de lui, un champion national de judo en position défensive classique, genoux fléchis, centre de gravité bas, des décennies d'entraînement comprimées dans une base qu'il croit inébranlable. 12 personnes observent en silence. Personne n'imagine que la prochaine respiration changera la compréhension de tous sur ce que signifie maîtriser son propre corps. La provocation résonne encore dans l'espace. Tu ne peux pas casser mon centre. Toute cette vitesse ne déplace pas quelqu'un qui a une vraie base. Mots prononcés à voix haute, intentionnellement, devant des instructeurs et pratiquants qui questionnaient déjà si Bruce Lee était un combattant légitime ou simplement un performeur cinématographique habile. Le défi n'était pas seulement technique, c'était une attaque directe contre la révolution philosophique que Bruce Lee construisait depuis des années, l'idée que les systèmes rigides de combat opéraient sur des prémices physiques incomplètes, que la véritable maîtrise transcendait les taxonomies martiales. Maintenant, devant des témoins qualifiés, sur un territoire neutre où les références institutionnelles pèsent plus que l'innovation conceptuelle, il doit prouver qu'une décennie de déconstruction et de synthèse n'était pas une divagation théorique. Il doit démontrer une supériorité absolue sans franchir la ligne vers l'humiliation. Il doit gagner 2 fois, techniquement et moralement. Le dojo occupe un entrepôt reconverti dans le 13e arrondissement, près du quartier asiatique, mais pas à l'intérieur. Murs en briques apparentes, plafond haut avec poutres métalliques, tatami central de 12 mètres sur 12 entouré de miroirs latéraux qui multiplient chaque mouvement. Équipement traditionnel sur les bords, sac lourd, makiwara, mannequin en bois pour l'entraînement des frappes. Odeur de sueur ancienne imprégnée dans le rembourrage, mélangée à l'odeur de caoutchouc des tatamis réchauffés par l'usage. 3 fenêtres hautes du côté ouest laissent entrer la lumière orangée de fin d'après-midi qui coupe l'espace en bande diagonale, créant un contraste dur entre zones éclairées et ombres profondes. Il n'y a pas de décoration, pas d'affiche motivationnelle. L'espace existe uniquement pour la fonction. Tester le corps contre la technique, la volonté contre la discipline. Le contexte social pèse sur chaque respiration dans l'espace. France, 1967, les arts martiaux asiatiques explosent en popularité parmi les Français, mais sous une hiérarchie spécifique. Des maîtres orientaux enseignent des systèmes immuables à des occidentaux soumis, préservant pureté technique et lignée documentée. L'innovation est vue comme corruption, l'adaptation comme ignorance déguisée. Bruce Lee déstabilise cet ordre en questionnant les dogmes, en enseignant à des non-asiatiques sans rituel hiérarchique, en affirmant que les systèmes traditionnels contiennent des inefficacités structurelles. Pour la communauté martiale établie, il représente une double menace. Il défie l'autorité technique des systèmes et subvertit le rôle social attendu de l'asiatique en France, qui doit être gardien d'une tradition exotique, pas révolutionnaire philosophique. Le judoka qui l'a provoqué n'agit pas seul. Il canalise l'inconfort collectif d'hommes qui ont construit leur identité sur des fondements que Bruce Lee affirme être incomplets. Cette confrontation n'est pas personnelle, elle est institutionnelle. Le judoka s'appelle Jean-Pierre Moreau, 29 ans, champion national de catégorie poids moyen pendant 2 années consécutives. Épaules larges, hanches basses, mains qui semblent avoir une mémoire propre pour les prises au judogi. Il a obtenu sa ceinture noire sous l'orientation directe d'un instructeur japonais avec une lignée traçable jusqu'à Jigoro Kano. Il participe à des compétitions mensuellement, enseigne dans 3 dojos différents, possède un curriculum documenté que n'importe quelle fédération sportive reconnaît. Quand il entre sur le tatami, il porte une légitimité institutionnelle. Années de tournois, certifications officielles, respect conquis à travers des canaux que la communauté martiale française comprend et valide. Sa posture n'est pas seulement physique, elle est sociale. Il représente l'ordre établi testant un outsider méthodologique qui menace le consensus sur ce qui constitue la véritable maîtrise dans le combat corps à corps. Bruce Lee, par contraste, ne possède pas de championnat. Il ne participe pas au tournoi parce qu'il considère les règles sportives artificielles, des limitations qui déforment l'efficacité réelle en faveur d'un système de points arbitraire. Il enseigne dans un garage loué, facture des cours particuliers, développe un système philosophique qu'il appelle Jeet Kune Do, mais qui ne possède pas encore de reconnaissance formelle d'aucune fédération. Pour les pratiquants traditionnels présents, il est un instructeur non testé avec une réputation construite sur des démonstrations pour profanes et de petits rôles dans des productions télévisuelles. Vitesse impressionnante ? Oui.
Coordination exceptionnelle? Certainement. Mais cela prouve-t-il l'efficacité contre un spécialiste accrédité avec une décennie d'entraînement en contrôle postural et rupture d'équilibre? La méfiance imprègne chaque regard dirigé vers lui. La question silencieuse que tous partagent. Croit-il vraiment qu'il peut déplacer quelqu'un entraîné pour ne pas être déplacé? Minutes avant la confrontation, Jean-Pierre a démontré sa base à un petit groupe. Il a assumé une position défensive basse, a demandé à 2 pratiquants de pousser sa poitrine simultanément avec toute leur force. Ils ont essayé. Le corps de Jean-Pierre a cédé de 3 cm, mais ses pieds n'ont pas glissé. Les muscles de ses jambes ont absorbé l'impact, redistribué la force à travers les hanches connectées au sol par des décennies d'entraînement en ukémie. Il a souri. Une vraie base ne se casse pas avec une poussée. Commentaire dirigé vers Bruce Lee, qui étirait ses jambes de l'autre côté du tatami, apparemment indifférent. Mais 3 personnes ont remarqué. Quand Jean-Pierre a parlé, Bruce Lee s'est arrêté pendant une demi-seconde, a légèrement incliné la tête, puis a continué son étirement. Micro-expression qui pouvait signifier irritation, curiosité ou calcul. Personne n'a su interpréter. Le silence qui a suivi portait le poids de l'inévitabilité. La confrontation a cessé d'être une possibilité et est devenue un destin. Jean-Pierre marche vers le centre du tatami. Chaque pas délibéré, poids distribué uniformément, corps dans un état de préparation détendue, posture de celui qui a déjà affronté 100 compétiteurs, et sait que la confiance précipitée est la première erreur fatale. Il s'arrête à 4 mètres de Bruce Lee, ajuste son judogi, plie les genoux jusqu'à ce que les hanches descendent de 8 cm, mains à hauteur de poitrine, paumes tournées vers l'intérieur, préparé pour intercepter un mouvement ou exécuter une prise. Respiration contrôlée, 4 secondes d'inspiration, 6 d'expiration, technique qu'il a apprise pour maintenir sa fréquence cardiaque en dessous de 100 battements pendant le combat. Yeux fixés sur le centre de la poitrine de Bruce Lee, pas sur le visage, parce que l'instructeur japonais a enseigné que le corps ne ment pas, mais les yeux si. Les muscles des jambes portent une tension spécifique, prêts à exploser dans n'importe quelle direction. 12 personnes forment un demi-cercle irrégulier maintenant 5 mètres de distance. Personne ne parle. Les respirations se synchronisent involontairement. Bruce Lee reste immobile pendant 3 secondes, complète. Posture neutre, pieds écartés à la largeur des épaules, genoux imperceptiblement fléchis, bras le long du corps, mains détendues en dessous de la taille. Il n'y a pas de tension visible dans aucun muscle supérieur. Épaules tombant naturellement, cou aligné avec la colonne, menton légèrement rentré. Expression faciale neutre, il n'y a pas de défi, de mépris ou de démonstration de concentration intense. Il semble attendre le métro. Cette absence de théâtralité est perturbante. Jean-Pierre s'attendait à visualiser une préparation, une lecture d'intention d'attaque, un signe quelconque qu'il est en train d'être analysé. Mais Bruce Lee existe simplement dans l'espace, comme une chaise ou une colonne. Puis, mouvement presque imperceptible, transfert de poids vers la jambe gauche, rotation des hanches de 2 degrés dans le sens horaire, expiration lente et complète qui dure 6 secondes. Son corps ne se prépare pas à l'action. Son corps devient action latente. Bruce Lee ferme la distance. 2 pas fluides, poids glissant à travers les métatarses sans impact audible sur le tatami, hanches guidant le mouvement tandis que le tronc reste verticalement stable. Il n'y a pas d'accélération visible. Le corps transite de l'immobilité au déplacement sans phase intermédiaire détectable. Jean-Pierre ajuste automatiquement sa posture, abaisse son centre de gravité de 4 cm supplémentaires, prépare la réception. La distance se réduit à 2 mètres, puis 1,5 mètre. Les mains de Bruce Lee sont toujours détendues. Bras pendants. 1 mètre. Jean-Pierre contracte les muscles du tronc, ancre ses pieds sur le tatami à travers une distribution de pression qu'il a entraînée 10 000 fois. 80 cm. La main droite de Bruce Lee s'élève, mouvement qui semble désinvolte, comme s'il allait se gratter la poitrine mais change de direction dans le dernier tiers de la trajectoire. Il n'y a pas de coup de poing, pas de poussée visible. La paume touche le centre du sternum de Jean-Pierre, 5 cm en dessous de la clavicule. Contact léger, exploratoire. 0,2 secondes. Jean-Pierre traite le contact. Il n'y a pas de force perceptible. La pression équivaut à s'appuyer contre un mur. Il maintient sa base, prépare un contre-mouvement, saisi du poignet de Bruce Lee suivi d'une rotation pour déséquilibre latéral. Mais tandis que la main droite reste en contact, Bruce Lee déplace ses hanches. Pas en arrière ni en avant en ligne droite. Mouvement diagonal, 6 cm vers l'avant, 3 vers le bas, 2 degrés de rotation horaire. L'épaule droite descend simultanément d'1 centimètre, alignant bras, tronc, hanches et jambes dans une structure unifiée. La force ne vient pas du bras,
Elle vient du sol, transmise à travers une chaîne cinétique parfaite. Le contact sur la poitrine de Jean-Pierre ne pousse pas. Il redirige. Le centre de gravité rencontre un vecteur de force qui attaque non pas la masse corporelle, mais l'architecture posturale. Le corps de Jean-Pierre ne reçoit pas d'impact. Le corps de Jean-Pierre découvre qu'il était en équilibre sur une prémisse incorrecte. Les bras s'ouvrent involontairement. 4 pas en arrière, incontrôlé, poids sur les talons. Il ne tombe pas, mais le mouvement était complètement involontaire. Jean-Pierre s'arrête après le 4e pas, récupère partiellement son équilibre. Il regarde ses propres mains comme s'il ne reconnaissait pas les terminaisons nerveuses qui les contrôlent. L'expression n'est pas de douleur, d'humiliation ou de colère. C'est une confusion technique pure. Le cerveau traite la dissonance entre l'intention et le résultat. J'ai ordonné de rester immobile. Le corps a reculé. Pourquoi? Il regarde Bruce Lee, cherchant une explication qui pourrait être catégorisée dans une taxonomie martiale connue. Était-ce une prise? Il n'y a pas eu de contact avec les vêtements. Était-ce un coup? Il n'y a pas eu d'impact mesurable. Était-ce une technique de judo qu'il ne connaît pas? Impossible, il a étudié le système complet pendant 15 ans. Le silence sur le tatami dure 6 secondes complètes. Personne ne bouge. 12 paires d'yeux rivés sur Jean-Pierre, puis sur Bruce Lee, puis à nouveau sur Jean-Pierre, cherchant une compréhension qui n'arrive pas. La respiration collective reste suspendue. Bruce Lee reste dans la même position pendant 2 secondes. Puis, il recule d'un demi-pas. Abaisse complètement les mains jusqu'à ce qu'elles reposent le long du corps. Il regarde Jean-Pierre, pas avec mépris, pas avec supériorité, pas avec pitié. Observation neutre, de la même manière qu'un technicien de laboratoire observe le résultat d'une expérience contrôlée. Hypothèse confirmée, données enregistrées, protocole terminé. Ensuite, il se retourne. Il marche de retour vers le côté du tatami où il s'étirait avant la confrontation. Il n'y a pas de déclaration verbale. Il n'y a pas de geste pour les témoins. Il n'y a pas de vérification de reconnaissance sociale. Il reprend l'étirement du mollet gauche exactement là où il s'était arrêté, comme si les 30 dernières secondes étaient une interruption administrative nécessaire, mais inintéressante. Cette indifférence au statut perturbe les témoins plus que le contact physique n'a perturbé Jean-Pierre. 3 pratiquants de kung-fu échangent des regards entre eux. L'un des judokas ouvre la bouche, la referme sans émettre de son. L'instructeur vétéran dans le coin droit croise les bras plus fermement, incline la tête, observe Bruce Lee avec une reconnaissance réticente. 3 semaines plus tard, 4 des présents recherchent Bruce Lee pour des cours particuliers. Ils ne demandent donc pas d'entraînement au combat. Ils demandent une compréhension de la biomécanique appliquée et des principes de transfert de force à travers la structure corporelle. Jean-Pierre ne revient pas au dojo pendant cette période, mais 6 semaines après l'incident, il réapparaît. Dans une conversation privée avec 2 pratiquants, il admet qu'il n'a pas compris techniquement ce qui s'est passé, que la force est venue d'un endroit que le judo n'enseigne pas à défendre. Ce n'est pas une réconciliation émotionnelle, c'est une reconnaissance technique inévitable qui émerge quand l'ego permet finalement au cerveau de traiter les preuves empiriques. Un instructeur de karaté commence à référencer Bruce Lee dans ses propres cours, non pas comme un combattant supérieur, mais comme un penseur qui comprend la physique du mouvement au-delà de la taxonomie technique. L'histoire circule oralement dans la communauté martiale. Des décennies plus tard, quand Bruce Lee devient une icône culturelle mondiale, cet épisode est cité par les pratiquants sérieux, comme preuve que son efficacité était réelle avant d'être cinématographique. La question demeure, résonnant au-delà des arts martiaux. Qu'est-ce qui définit votre humanité quand vous possédez une supériorité absolue sur quelqu'un qui vous a provoqué publiquement? Utilisez tout votre pouvoir ou seulement le nécessaire? Quelle victoire est réellement supérieure?